Vous venez de dépenser 47 € pour un brunch que vous avez photographié, mais à peine mangé. Votre compte bancaire affiche moins 380 €. Et pourtant vous êtes déjà en train de scroller sur Vinted pour trouver cette veste que vous avez vue sur Instagram ce matin. Bienvenue en 2026. Où dépenser plus que ce qu'on gagne n'est plus une exception. C'est devenu la putain de norme. Restez jusqu'au bout. Parce que ce qui se passe actuellement va bien au-delà de quelques achats impulsifs. Le taux d'endettement moyen des ménages français a atteint 38. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pour 100 € gagnés, 38 € partent directement dans le remboursement de dettes. Crédit immobilier, crédit à la consommation, découvert bancaire, peu importe. Et encore, 38%, c'est la moyenne. On monte à 52%, plus de la moitié. La moitié de votre salaire qui s'évapore avant que vous ayez payé vos courses, votre abonnement Netflix, ou cette salle de sport où vous n'allez jamais mais que vous gardez par culpabilité. Alors comment on en est arrivé là? Comment une génération entière s'est retrouvée à vivre systématiquement au-dessus de ses moyens? La réponse est plus complexe qu'un simple manque de discipline financière. Quoique certains vous diront de simplement arrêter d'acheter des avocats toast. Spoiler alerte. C'est pas les avocados le problème. Parlons d'abord de ce qui a changé fondamentalement dans notre rapport à l'argent. Il y a 20 ans, dépenser de l'argent demandait un effort physique. Tu sortais de chez toi, tu allais au magasin, tu prenais l'objet, tu voyais le prix, tu sortais ton portefeuille, tu comptais tes billets. Chaque étape était un petit frein psychologique qui te faisait réfléchir à 2 fois. Aujourd'hui, 3 clics. Même pas. Reconnaissance faciale, paiement en un clic, livraison le lendemain. L'argent est devenu abstrait. C'est plus des billets dans un portefeuille, c'est des chiffres sur un écran. Et notre cerveau, il a du mal avec les chiffres abstraits. Il comprend beaucoup mieux la douleur de voir son portefeuille se vider physiquement. Les applications de paiement ont aggravé le problème de manière exponentielle. PayPal, Apple Pay, Google Pay, et maintenant tous ces nouveaux services de paiement différés. Klarna, Alma, Floa, vous connaissez tous. Vous achetez aujourd'hui, vous payez dans 3 mois, ou en 4 fois sans frais, ou en 10 fois avec des frais ridicules, que personne ne calcule vraiment. Ces services ont explosé en France depuis 2000. Plus de 60% des achats en ligne chez les moins de 40 ans passent par un système de paiement différé. 60%. On ne paye plus au moment d'acheter, on paye plus tard. Le problème c'est que plus tard arrive toujours plus vite qu'on le pense. Et voilà comment ça marche dans la vraie vie. Vous achetez une paire de baskets à 180 € en 4 fois, ça fait 45 € par mois. Ça paraît raisonnable, non? Le problème, c'est que vous faites ça pas qu'une fois. Vous le faites pour les baskets, puis pour ce nouveau téléphone, puis pour ce canapé que vous avez vu en solde, puis pour ces vêtements sur Shein, parce que c'est tellement pas cher. Chaque achat individuellement semble gérable, mais vous vous retrouvez avec 15 paiements différés qui se chevauchent. Soudainement, vous devez 670 € ce mois-ci en paiement différé, alors que vous pensiez juste acheter des baskets à 45. Et là vous êtes coincé. Vous ne pouvez plus arrêter, parce que si vous arrêtez de payer, les frais de retard arrivent. Et ces frais, ils sont violents. Parlons des frais justement. Les banques françaises en 2026 font des milliards avec les frais de découvert. Des milliards. Vous savez combien coûte un découvert maintenant? En moyenne, 8 € par opération en dessous de 0, plus un taux d'intérêt de 16% sur le montant total du découvert. Vous êtes à moins 200 €, ça vous coûte déjà 8 € de frais fixes, plus les intérêts qui s'accumulent chaque jour, plus les frais de rejet si un prélèvement automatique passe et qu'il n'y a pas assez d'argent. 20 € de frais de rejet. Pour un prélèvement de 15 €. Faites le calcul. Vous payez 20 € de frais pour ne pas avoir pu payer 15 €. C'est absurde, mais c'est comme ça que le système fonctionne. Et les banques adorent ça. Pourquoi? Parce que les gens qui sont régulièrement à découvert, ce sont leurs clients les plus rentables. Quelqu'un qui gère bien son argent, qui reste toujours en positif, qui n'utilise jamais son découvert autorisé. Cette personne ne rapporte presque rien à la banque. Mais quelqu'un qui est à moins 500 € tous les mois. Jackpot, c'est 40 à 60 € de frais par mois, automatiquement. 500 à 700 € par an, juste en frais. Maintenant, ajoutons les réseaux sociaux à l'équation. Parce que oui, Instagram et TikTok ont complètement changé notre rapport à la consommation. Avant les réseaux sociaux,
Vous compariez votre niveau de vie à celui de vos voisins, de vos collègues, peut-être de vos amis proches. Un cercle limité de personnes. Maintenant vous vous comparez à des millions de personnes. Vous scrollez sur Instagram, vous voyez quelqu'un à Bali dans un hôtel de luxe, puis quelqu'un qui unboxe le dernier iPhone, puis quelqu'un qui mange dans un restaurant étoilé, puis quelqu'un qui porte des vêtements de créateur. Et votre cerveau se dit inconsciemment, pourquoi pas moi? Pourquoi je peux pas avoir ça aussi? Ce que votre cerveau ne calcule pas, c'est que cette personne à Bali, elle a peut-être économisé pendant 2 ans pour ce voyage, ou elle est endettée jusqu'au cou, ou c'est un placement de produits payés. Mais vous voyez juste l'image finale, le résultat, et vous voulez le même. Les influenceurs ont créé ce qu'on appelle la culture du flex. Flex, ça vient de l'anglais. Flexer ses muscles, montrer sa force. Mais dans le contexte actuel, ça veut dire étaler sa richesse, montrer qu'on a les moyens. Les vêtements de marque, les voitures de luxe, les restaurants hors de prix, tout ça devient la norme affichée sur les réseaux. Et le truc pervers, c'est que beaucoup d'influenceurs qui flexent sont eux-mêmes endettés. Ils louent les voitures qu'ils montrent. Ils empruntent les vêtements pour les photos. Ils mangent dans ces restaurants 1 fois par mois et font croire que c'est leur quotidien. C'est du théâtre. Mais les gens qui regardent, ils ne voient que la surface. Ça crée une pression sociale immense. Surtout chez les jeunes. Si tu n'as pas les dernières baskets, si tu n'as pas le dernier téléphone, si tu ne vas pas dans les bons endroits, tu es perçu comme étant en retard. Comme si ton niveau de vie définissait ta valeur en tant que personne. C'est toxique. Mais c'est devenu la norme. Parlons maintenant d'un phénomène encore plus insidieux. Le lifestyle creep. En français, la dérive du style de vie. C'est simple. Plus vous gagnez d'argent, plus vous dépensez, votre salaire augmente. Cool. Vous changez d'appartement pour un plus grand. Vous achetez une meilleure voiture. Vous mangez dans de meilleurs restaurants. Vos vacances deviennent plus chères. Le problème, c'est que votre niveau de vie augmente aussi vite que votre salaire, parfois plus vite. Résultat, vous gagnez 20% de plus qu'il y a 3 ans, mais vous vous sentez toujours aussi fauché. Parce que vos dépenses ont augmenté de 25%, et ça devient un piège. Parce qu'une fois que vous êtes habitué à un certain niveau de vie, redescendre est psychologiquement très difficile. Que quitter ce bel appartement pour retourner dans un studio? Impossible. Arrêtez de manger au restaurant 3 fois par semaine. Ça ressemble à une régression. Alors vous vous accrochez à ce niveau de vie même si vous ne pouvez plus vous le permettre. Vous savez ce qui est fascinant? Les générations précédentes avaient le même salaire pendant des années et s'en sortaient. Pourquoi? Parce que leurs dépenses fixes étaient plus basses. Le loyer représentait 20 à 25% de leur salaire. Aujourd'hui, pour beaucoup de Français, surtout dans les grandes villes, le loyer représente 40 à 50% du salaire. Parfois plus. À Paris, le loyer moyen pour un 2 pièces est maintenant autour de 1 400 € par mois. Pour un salaire médian français de 2 000 € net, ça fait 70% du salaire qui part en loyer. 70%. Il reste 600 € pour tout le reste. Nourriture, transport, assurance, téléphone, Internet, tout. C'est mathématiquement impossible de s'en sortir sans s'endetter. Et on ne parle même pas encore des abonnements. L'invention du siècle pour vider votre compte bancaire sans que vous vous en rendiez compte. Netflix, Disney+, Amazon Prime, Spotify, Apple Music, YouTube Premium, les salles de sport, les box beauté, les box repas, les applications de méditation, les services de cloud, les jeux vidéo en ligne. La liste est infinie. Individuellement, chaque abonnement coûte pas grand-chose. 10 € par-ci, 15 € par-là. Mais additionnez tout. Le Français moyen en 2026 a entre 8 et 12 abonnements actifs. Ça fait facilement 150 à 200 € par mois qui partent automatiquement. Vous ne vous en rendez même plus compte. C'est prélevé, c'est parti. Et le pire, c'est que la moitié de ces abonnements, vous ne les utilisez même pas vraiment. Cette salle de sport où vous allez 2 fois par mois, 50 € par mois pour 2 visites, ça fait 25 € la séance. Tout en payez à la séance. Mais non, vous gardez l'abonnement. Parce qu'un jour, vous vous dites, un jour je vais y aller plus souvent. Ce jour n'arrive jamais. Les entreprises ont compris ça. C'est pour ça qu'elles poussent les abonnements plutôt que les achats uniques. Un abonnement, c'est un revenu récurrent garanti. Même si le client n'utilise pas le service, tant qu'il n'annule pas activement, l'argent continue de rentrer. C'est du génie marketing.
C'est aussi du vampirisme financier, mais bon. Maintenant parlons de quelque chose dont personne ne parle assez. L'inflation cachée. Vous avez remarqué que tout coûte plus cher qu'avant? Bien sûr que oui. Mais l'inflation officielle, celle dont parlent les médias, elle est autour de 4 à 5% en 2000. Pas terrible mais gérable, non? Sauf que l'inflation officielle, c'est une moyenne. Une moyenne qui inclut des choses dont vous n'achetez pas forcément. L'inflation réelle, celle que vous ressentez dans votre vie quotidienne, elle est beaucoup plus élevée. Les cours ont augmenté de 15 à 20% en 3 ans. L'essence, pareil. L'électricité, encore pire. Les assurances, on n'en parle même pas. Votre salaire a augmenté de combien pendant ce temps? Si vous avez eu de la chance, peut-être 5 ou 6% sur 3 ans. Vous voyez le problème? Votre pouvoir d'achat a diminué. Vous gagnez nominalement plus d'argent qu'avant, mais cet argent achète moins de choses. Vous êtes plus pauvre qu'il y a 3 ans, même si votre salaire est plus élevé, et ça crée un stress financier permanent. Vous faites vos courses, vous arrivez à la caisse, le total vous choque à chaque fois. 150 € pour une semaine de courses basiques. Pas de produits de luxe, pas de folie. Juste manger normalement. Ça vous semble cher? C'est parce que c'est cher. Ça l'est devenu. Ce stress financier constant a des conséquences psychologiques réelles. Les études montrent qu'en 2026, plus de 45% des Français entre 25 et 40 ans ressentent de l'anxiété régulière à propos de leur situation financière. Presque la moitié. Cette anxiété affecte le sommeil, les relations, la santé mentale en général. Vous savez ce sentiment, quand vous recevez une notification de votre banque, et que vous avez peur de la regarder, ou quand vous évitez de checker votre solde bancaire parce que vous ne voulez pas savoir. C'est ça, l'anxiété financière. Et des millions de Français vivent avec ça quotidiennement maintenant. Il y a aussi le phénomène du FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Vos amis organisent un week-end à Amsterdam. Vous ne pouvez pas vous le permettre, mais vous y allez quand même parce que sinon vous ratez quelque chose. Un nouveau restaurant a ouvert et tout le monde en parle. Il faut y aller, même si ça coûte 60 € par personne pour un repas. Le FOMO pousse les gens à dépenser pour des expériences qu'ils ne peuvent pas se permettre, juste pour ne pas se sentir exclus. C'est puissant, c'est émotionnel. Et les marketeurs le savent. Ils créent délibérément cette urgence. Offre limitée. Plus que 3 places, disponibles seulement ce week-end. Ils jouent sur votre FOMO pour vous faire ouvrir votre portefeuille. Alors maintenant parlons des solutions. Parce qu'on ne peut pas juste pointer les problèmes sans parler de comment s'en sortir. Et oui, il y a des moyens de s'en sortir. Ça demande des efforts, ça demande des sacrifices. Mais c'est possible. Première étape, la plus importante. Prendre conscience de où va réellement votre argent, pas où vous pensez qu'il va. Où il va vraiment. Prenez un mois. Y honnêtez chaque euro que vous dépensez. Chaque café, chaque beurre, chaque achat en ligne, chaque abonnement, tout. Vous allez être choqué. La plupart des gens découvrent qu'ils dépensent 30 à 40% plus qu'ils pensaient dans des catégories dont ils ne se rendaient pas compte. Ces petits achats à 5 € qui semblent insignifiants, ils s'accumulent. Kings achats à 5 € par mois, c'est 60 sur un an, 900 €. Juste en petits achats oubliables. Deuxième étape. Les abonnements. Faites la liste de tous vos abonnements. Tous. Puis demandez-vous honnêtement, est-ce que j'utilise vraiment ça? Si la réponse est non ou même peut-être, annulez. Vous pouvez toujours vous réabonner plus tard si ça vous manque. Spoiler, ça ne vous manquera probablement pas. Cette étape seule peut vous faire économiser 50 à 100 € par mois. C'est 600 à 1200 € par an. Juste en annulant des trucs que vous n'utilisez pas vraiment. C'est de l'argent gratuit qui reste dans votre poche. Troisième étape, les paiements différés. Arrêtez. Complètement. Si vous ne pouvez pas payer quelque chose en une fois, c'est que vous ne pouvez pas vous le permettre. Je sais que ça sonne dur, mais c'est la vérité.
Les paiements différés vous donnent l'illusion de pouvoir vous permettre des choses, mais en réalité ils créent juste une dette future. Il y a une exception, les gros achats nécessaires. Un frigo qui lâche, un ordinateur pour le travail, ce genre de choses. Là, ok, un paiement différé peut avoir du sens. Mais pour des vêtements, des gadgets, des trucs non essentiels. Non, si vous ne pouvez pas payer maintenant, attendez d'avoir l'argent. Quatrième étape. Le budget. Je sais. Le mot fait peur. Ça sonne restrictif. Ça sonne ennuyeux. Mais un budget, c'est juste un plan. C'est décider à l'avance où va votre argent, plutôt que de vous demander à la fin du mois où il est passé. Il existe plein de méthodes. La règle du 50-30-20 est simple. 50% de votre salaire pour les besoins essentiels. Loyer, nourriture, transport, facture. 30% pour les envies. Restaurant, loisirs, shopping. 20% pour l'épargne et le remboursement de dettes. Si vous êtes déjà endetté, ajustez. Peut-être 50, moins pour les envies. Plus pour rembourser les dettes. Parce que sortir de la dette, ça doit être la priorité. Les intérêts que vous payez sur vos dettes, c'est de l'argent perdu. Vous ne récupérez rien en échange. Les réseaux sociaux. Limitez votre exposition. Je ne dis pas de tout supprimer. Mais soyez conscient de comment ça affecte votre comportement de consommation. Si vous passez 2 heures par jour à scroller et à voir des gens étaler leurs richesses, ça va influencer vos envies, consciemment ou non. Unfollowez les comptes qui vous font sentir mal à propos de votre situation financière. Suivez plutôt des comptes qui parlent de finances personnelles, d'épargne, de budgétisation. Changez votre algorithme. Faites en sorte que votre feed vous aide plutôt qu'il ne vous pousse à dépenser. 6e étape. Construisez un fonds d'urgence. Même petit. Même 500 €. L'objectif, c'est d'avoir un coussin pour les imprévus. Parce que les imprévus arrivent toujours. La voiture qui tombe en panne, le téléphone qui casse, une dépense médicale. Si vous n'avez pas de fonds d'urgence, ces imprévus vous poussent dans le découvert. Ce qui crée des frais, ce qui empire la situation. Commencez petit. 20 € par mois, mis de côté. Ça semble ridicule, mais en un an, c'est 240. C'est déjà quelque chose. Augmentez progressivement. L'idéal, c'est 3 à 6 mois de dépenses en fonds d'urgence. Mais même un mois, c'est déjà énorme comme sécurité. 7e étape. Renégociez tout. Votre abonnement téléphone, appelez, dites que vous voulez résilier. Ils vont vous proposer une meilleure offre. Votre assurance, comparez, changez si vous trouvez moins cher. Votre forfait Internet, pareil. Les entreprises comptent sur votre inertie. Bougez-vous et vous pouvez économiser 30 à 50 € par mois facilement. 8e étape. Apprenez à dire non. Non à vos amis quand ils proposent un restaurant trop cher. Non au solde quand vous n'avez pas besoin de vêtements. Non à vous-même quand vous voulez acheter quelque chose sur un coup de tête. Dire non, c'est difficile. Ça demande de la discipline. Mais chaque non, c'est de l'argent qui reste dans votre poche. 9e étape, la règle des 48 heures. Quand vous voulez acheter quelque chose de plus de 50 €, attendez 48 heures avant de le faire. Ajoutez le truc à votre panier, mais n'achetez pas tout de suite. Attendez 2 jours. Si après 48 heures vous le voulez toujours vraiment, ok. Et la plupart du temps, l'envie sera passée. C'était impulsif, pas un vrai besoin. 10e étape. Trouvez des alternatives gratuites. Vous voulez lire? Bibliothèque. Vous voulez regarder des films? Empruntez le compte Netflix d'un ami ou regardez ce qui est gratuit sur YouTube. Vous voulez faire du sport? Courir dehors? C'est gratuit. Pompe et abdos à la maison? C'est gratuit. Il y a des alternatives gratuites ou très peu chères pour presque tout. Le truc, c'est que sortir de cette spirale de dépenses excessives, ça demande un changement de mentalité complet. Il faut arrêter de mesurer sa valeur par ce qu'on possède. Arrêter de se comparer aux autres. Arrêter de chercher le bonheur dans la consommation. Parce que voilà la vérité que personne ne veut entendre. Acheter des trucs ne rend pas heureux. Pas durablement. Vous achetez ces nouvelles baskets, vous êtes content pendant 2 jours. Puis c'est fini. L'excitation disparaît. Vous voulez la prochaine chose. Donc, c'est un cycle sans fin. Le vrai bonheur, le vrai contentement, ça vient d'autre chose. Des relations, des expériences qui ne coûtent pas forcément cher, de la sécurité financière, de la tranquillité d'esprit. Pas des objets.
En 2026, les dépenses excessives sont devenues la norme parce qu'on nous a vendu ce mensonge, que plus de choses égales, plus de bonheur. Les entreprises, les influenceurs, les publicitaires, tout le monde pousse ce message parce qu'ils profitent de votre consommation. Mais vous vous retrouvez endetté, stressé, anxieux à propos d'argent. Il est temps de reprendre le contrôle. De décider consciemment où va votre argent. De construire une vie financière stable, plutôt que de courir après une image de richesse qui n'est même pas réelle. C'est possible. Ça demande du travail. Mais l'alternative, c'est de continuer comme maintenant. Et de finir complètement ruiné. Le choix vous appartient. Soit vous continuez à jouer le jeu du système qui veut que vous dépensiez tout ce que vous avez et plus encore. Soit vous sortez de ce jeu et vous créez vos propres règles. Des règles où vous gardez votre argent, où vous construisez de la sécurité, où vous dormez tranquille la nuit, sans angoisser pour votre compte bancaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo.